par vous présenter mes invités. Antoine Hertement, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AVER. Je pense qu'il est nécessaire de bien réexpliquer en quelques mots ce qu'est l'AVER et quel est votre rôle. Merci. L'AVER a en fait deux rôles clés. L'AVER, c'est l'association professionnelle pour le développement de l'électromobilité en France. On a 270 adhérents qui représentent l'ensemble de l'écosystème, des fournisseurs d'énergie aux fournisseurs de véhicules, en passant par les collectivités, les fabricants, les concessionnaires et ainsi de suite. Donc ce premier rôle, c'est prendre des positions qui réunissent le consensus de toute cette population. Et ça montre bien que l'ensemble de la population est intéressée professionnellement à faire évoluer. Deuxième rôle, c'est gérer le programme de subvention pour le compte du gouvernement sur les infrastructures, programme qui est des certificats d'économie d'énergie à hauteur de 500 millions d'euros. D'accord, très bien. Julien Robert, vice-président des ventes et du réseau de SAIC Motor France. Vous représentez la marque MG, qui est présente également, puisqu'il y a un joli partenariat avec le Crédit Agricole historique entre vous deux. Oui, alors je représente la marque MG Motor. MG Motor, c'est le véhicule qui s'appelle Cyberster, qui est le véhicule rouge à l'autre bout du stand. Alors c'est facile, hein, c'est le plus beau du stand, donc vous n'aurez pas de mal à le trouver. C'est un véhicule 100% électrique, et nous on innove, puisque MG c'est une marque qui a 100 ans. On s'est relancé il y a 4 ans en France, et on a lancé beaucoup de véhicules électriques. On était une marque importante, et on est toujours une marque importante de l'électromobilité en France. Et on lance le premier Roadster 100% électrique, la première voiture de sport, plaisir, qui est aussi électrique. On l'a lancé hier, elle est sur le stand, une exclusivité avec notre partenaire du Crédit Agricole, CA Autobank. Voilà, quand on vous dit que le plaisir de l'électrique, ce sera la conférence juste après, hein, du vrai et du faux. Léo Larivière, qui nous a rejoint malgré ce qui lui est arrivé en faisant son sport préféré, voilà, qui n'a plus son talon d'Achille, mais Léo Larivière, c'est transport et environnement. Là aussi, explication de votre rôle à vous, Léo. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, je n'ai plus de talon d'Achille, mais j'ai toujours mes cordes vocales, donc je peux quand même participer à cette conférence. Donc, Transport Environnement, c'est une ONG, c'est aussi un think tank. On fait de l'ordre de 200 études par an pour éclairer les enjeux sur la décarbonation des transports, et notamment la décarbonation de la route et de l'automobile en particulier. ONG bruxelloise, qui a maintenant des bureaux dans différents pays, dont le bureau français dont je fais partie, et je m'intéresse tout particulièrement à la transition de l'automobile et des véhicules d'entreprise, donc on aura l'occasion d'en parler ensemble aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer tout de suite le micro à Monsieur Hertement. Pourquoi est-ce qu'on va passer à l'électrique? Parce qu'on va démêler le vrai du faux, mais la première question c'est pourquoi passer à l'électrique aujourd'hui? Eh ben, excellente question, parce que ça fait partie des soucis et des rôles de l'AVER, d'apporter cette information. Pourquoi on me demande à moi de changer mes habitudes? Je suis très content de mon véhicule thermique et de ma mobilité. Donc pourquoi, finalement, le premier élément, c'est au niveau de l'énergie, donc de contribuer à la réussite de la politique d'une énergie décarbonée et souveraine. Il y a plusieurs solutions. Décarboner, ça veut dire ne pas augmenter les gaz à effet de serre. Donc l'horizon 2050, 0% de contribution aux effets de serre de la part des transports en Europe. Et à partir de là, vous déployez l'ensemble du calendrier en marche arrière. Ensuite, vous avez la partie souveraine. Aujourd'hui, le transport utilise de l'énergie fossile. La France n'est pas très souveraine en énergie fossile, même pas du tout. En électricité, la France est souveraine et a des plans pour le rester. Juste à côté de vous, Julien, pourquoi en tant que constructeur, puisque c'est la casquette que je vais vous proposer d'avoir aujourd'hui, la transition vers le véhicule électrique est-elle vraiment indispensable? D'ici 2035, évidemment, puisque c'est une date sur les calendriers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, en tant que constructeur automobile, on n'a pas vraiment le choix. 2035, c'est pas notre décision, c'est la décision de l'Union européenne. Alors, on peut mettre des bémols sur 2035, mais dans tous les cas, c'est la direction qui a été votée il y a tout juste 2 ans et sur laquelle on doit aller. Donc, il y a urgence parce que 2035, c'est demain matin. Et nous, effectivement, nos clients nous demandent des véhicules thermiques, des véhicules hybrides, mais on voit quand même qu'il y a une forte demande sur l'électrique parce qu'il y a une prise de conscience du fait qu'il faut effectivement décarboner les transports. Donc l'année dernière, c'était 20% des ventes. Et nous, on essaye tout simplement de proposer les véhicules à nos clients et de faire en sorte que l'objectif de 2035 soit tenu en mettant en place l'industrialisation et la production de véhicules
pas cher. Quand je dis pas cher, c'est-à-dire en se rapprochant le plus possible du prix du thermique et de faire en sorte que les clients puissent passer à cette électromobilité. Donc ça, c'est notre objectif en tant que constructeur. On n'a pas le choix, mais d'un autre côté, on est très heureux de le faire. Et on le voit, vous le voyez, on a des véhicules qui ont une vocation utilitaire, une vocation compacte, une vocation d'utilisation de tous les jours, mais on sait aussi faire des véhicules de sport électriques. Donc globalement, l'objectif pour nous, il sera tenu et on est en capacité de le faire. Et puis avec vous, Léo Larivière, on va parler des entreprises. Et j'ai devant les yeux, puisque j'ai été le rechercher rapidement, et vous allez comprendre où je veux en venir. C'est le discours hier du ministre Antoine Armand, qui est le successeur de Bruno Le Maire, qui a rappelé que les entreprises doivent prendre leur part dans la transition énergétique. Et ce n'est pas le cas. Et hier matin, il y a eu une grande conférence, le Summit du Mondial. Il a commencé à taper du poing sur la table. Donc ça veut dire que vous avez encore beaucoup de boulot, vous. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'on alerte sur ce sujet-là, au sens où en France, la transition électrique, elle est portée avant tout par les particuliers, c'est eux qui achètent les véhicules électriques neufs, là où les entreprises apparaissent plus en retard avec un taux de conversion à l'électrique qui est de l'ordre de 11% aujourd'hui, soit plus de 2 fois moins que ce qu'on a chez les particuliers. Peut-être simplement un point sur l'intérêt de passer à l'électrique. Oui. Aujourd'hui, on est dans un contexte informationnel assez compliqué autour du véhicule électrique. On est là pour démêler le vrai du faux. Et je vais citer Paul Valéry qui disait que le mélange de vrai et de faux est infiniment plus toxique que le faux pur. Et sur l'électrique, c'est absolument le cas. C'est-à-dire qu'on a pléthore d'informations, une partie est vraie, une partie est fausse. C'est difficile de s'y retrouver. Je pense que ce qu'il faut dire quand on parle de la transition vers l'électrique, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises, c'est qu'il y a des bénéfices importants à y aller. Et je vais en citer simplement 3. Le premier, on l'a dit, c'est une question de souveraineté, c'est-à-dire que pour une entreprise comme pour un particulier, être dépendant de sa voiture thermique pour ses déplacements, ça veut dire être dépendant du marché du pétrole, avec ses aléas, avec l'augmentation du prix des carburants. Et donc, passer à l'électrique, c'est passer sur un mode de transport qui ne dépend que de la production d'électricité sur le territoire. Et effectivement, il y a une question de souveraineté derrière. Deuxième point, c'est le coût, on va en parler. C'est plus intéressant pour l'usager d'avoir un véhicule électrique aujourd'hui, parce qu'on se concentre beaucoup sur le prix à l'achat, mais il y a évidemment tous les coûts à l'usage qui rentrent en ligne de compte. Et quand on fait le calcul, on se rend compte que finalement, on peut faire des économies en passant à l'électrique. Et le troisième point, on en parlera après, c'est simplement le confort d'utilisation de l'électrique. Il y a une conférence juste ensuite sur ce sujet-là. Tous les utilisateurs de véhicules électriques le disent. C'est plus comment dire, agréable, sympathique de conduire en électrique. Et ça, c'est un point qui est important et qu'il faut rappeler. Alors, l'un des freins qui existait, et que ce soit pour le particulier, peut-être pour les entreprises, je vous laisse le micro d'ailleurs 2 secondes, c'était les infrastructures, entre autres les infrastructures de recharge. Je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise, mesdames, messieurs, vous qui êtes avec nous. Est-ce que vous avez des véhicules électriques dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu des problématiques d'infrastructure comme les bornes de recharge? Non, monsieur? Hein? Ça se règle. Alors, on en est où sur les entreprises, voilà? Eh ben, c'est une bonne réponse, ça se règle effectivement. C'est-à-dire qu'on a des problématiques qui se posent. On ne dit pas que 100% du parc des entreprises peut passer à l'électrique dès demain. Mais sur la question des infrastructures de recharge, première chose, l'infrastructure de recharge en itinérance, c'est-à-dire sur les stations-service, lorsqu'on est en train de se déplacer. On a le 2e meilleur réseau en Europe, après les Pays-Bas. Donc de ce point de vue-là, on est à peu près carré. On peut aujourd'hui compter sur cette infrastructure de recharge en itinérance. Deuxième sujet, la recharge à domicile, notamment chez les salariés. Et là, de fait, on a pléthore de start-up, on a des solutions qui existent, et en particulier quand on vit dans une maison individuelle, on a beaucoup de solutions pour se recharger. Recharge sur site de l'entreprise. De la même façon, on a des solutions pour y arriver. Il y a encore des problèmes qui se posent dans certains cas, et notamment dans les copropriétés, il y a du travail à faire. Mais globalement... Voilà, pour les entreprises, c'est largement faisable. Et je crois d'ailleurs qu'il y a, comme les entreprises peuvent donner de l'argent à leurs employés par an pour les frais de déplacement, et je pense qu'ils peuvent donner jusqu'à 500 € par an pour la recharge électrique. Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette transition est une transition. C'est-à-dire qu'elle est progressive. On ne passe pas d'un point A à un point B d'un seul coup, on avance progressivement. Et quand on regarde l'infrastructure de recharge, le prix, ce qu'on appelle le TCO, donc le coût à l'usage thermique versus électrique, et l'offre de véhicules, on estime qu'en entreprise, on est en capacité d'électrifier entre 70 et 80% des cas d'usage.
Donc c'est déjà beaucoup, commençons par là, et ensuite on s'intéressera dans les 10 années qui viennent aux 30% de cas d'usage qui aujourd'hui sont encore difficiles à électrifier. Mais il faut bien démarrer quelque part, il y a des entreprises qui le montrent, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dès aujourd'hui. Alors pour le développement, puisque ça se prépare, je vais redonner la parole à M. Herteman. Par rapport à l'AVER, on en est où là sur l'extension des bornes de recharge? D'abord, vous avez tout à fait raison, hein. La recharge fait partie des 3 freins principaux encore aujourd'hui. Le rôle de l'AVER, il est sur les 2 types de recharge, la recharge publique et la recharge privée. Il est d'abord de rassurer, et ce qui est tout à fait logique, sur la recharge publique. La recharge publique, ça correspond à la station-service qu'on utilise pour le thermique. Donc, c'est la première question. Et là, notre rôle, c'est à la fois de le suivre, et on a un baromètre commun avec les pouvoirs publics, co-signé avec le ministère, qui dit il y en a 150 000 aujourd'hui. On fait en sorte que la croissance soit un cran en avant par rapport au parc de voitures, donc toujours pour en avoir plutôt un peu plus. 150 000, ça fait 47 000 stations. Vous savez combien il y a de stations-service en France? D'essence, il y en a 11 000. Donc ça fait déjà plus. Ces informations sont importantes, elles sont là pour rassurer, mais elles sont là aussi à nous de les surveiller pour que ça marche. Dernier petit point, ce qu'on découvre avec la voiture électrique, c'est la recharge privée. Parce qu'il y a assez peu d'utilisateurs aujourd'hui de voitures thermiques qui ont une pompe à essence dans leur garage. Tandis que... Je confirme. Ce qu'on découvre... Pompe à bière peut-être, mais pas une pompe à essence. Voilà. Donc, certes, c'est un investissement. Et là, le rôle de l'AVER, c'est de tout faire pour que l'investissement soit le moins douloureux possible, de l'accompagner, de lancer une dynamique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au niveau des résidentiels collectifs ou du résidentiel privé. Et alors, comment vous faites, concrètement ? Concrètement, on fait en sorte de former les professionnels. Donc, il y a une population pour le résidentiel collectif qui s'appelle les syndics. C'est des gens qui ont déjà plein de choses à faire, donc on essaye de leur apporter des solutions, de les aider. On essaye aussi d'aller vers les copropriétaires, donc ça c'est de l'information et de la formation. Et on a aussi, au-delà de ces supports, le programme de certificat d'économie d'énergie, qui aujourd'hui, parmi ces 3 cibles, a celle du résidentiel collectif, où on subventionne. Et ce qui fait qu'à la fin, pour faire très bref, si en copropriété, le coût moyen d'une borne, on va le situer à 1 600 €, quand vous réduisez les aides plus le crédit d'impôt, il reste un reste à charge d'environ 500 €. Alors avant de parler du sujet qui intéresse tout le monde aussi, c'est est-ce vraiment rentable de passer à l'électrique ou est-ce que ça ne va pas me coûter plus cher? Moi j'aimerais aussi avoir avec vous, Julien Robert, le regard du constructeur auto que vous êtes aussi sur ces fameuses infrastructures. Et que faites-vous pour amener ces infrastructures chez vos clients par exemple? Alors oui, c'est rentable parce qu'avant d'être constructeur, on est aussi une entreprise et on a des collaboratrices et des collaborateurs. Ce que vous disiez tout à l'heure, nous on a équipé tous nos bureaux de bornes de recharge. Moi, à titre personnel, j'ai mis une borne de recharge chez moi parce que je pouvais. En 2 ans, et je roule en 100% électrique et je me déplace beaucoup parce qu'on a un réseau de 200 concessionnaires, je m'en suis servi 2 fois. Pourquoi? Parce que quand vous avez des bornes au bureau, en général, si vous prenez les transports en commun et le train pour vous déplacer, vous n'êtes pas perturbé, à part pour vos vacances où vous arrêtez 2 fois dans le... Oui, mais Julien, excusez-moi d'être un petit peu, de mettre le poil à gratter. Vous êtes constructeur MG, vous êtes du groupe Monsaïc, donc vous ne pouvez pas être le plus mal chaussé. Donc c'est presque normal ce que vous vivez par rapport au grand public qui a encore du mal à passer. Vous voyez ma... Oui, alors on se doit de donner l'exemple, et je vous avoue que moi aussi, mes collaboratrices et collaborateurs, notamment les itinérants, au début étaient un petit peu réfractaires, bien qu'on vende des voitures électriques, en me disant mais moi je fais 1500 km par semaine, je fais comment? Ils sont tous passés en électrique, ils sont tous ravis, ils n'ont aucune envie de revenir au thermique. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, il y a le prix des carburants qui a fortement augmenté, et quand il y a eu la grève dans les raffineries, que les stations-service étaient bloquées, tous ceux qui ont passé 1h30 ou 2 heures à essayer de faire le plein, ils étaient bien contents quand ils étaient en électrique. Quand vous rentrez chez vous et que vous branchez la voiture ou que vous la branchez dans votre entreprise, vous économisez pas mal de temps. Et quand vous faites le calcul de toutes les semaines, le quart d'heure que vous allez prendre pour aller faire un plein d'essence, si vous roulez normalement, vous faites un détour, vous attendez, vous mettez de l'essence, qui est quand même pas l'activité la plus intellectuellement enrichissante de votre semaine, tous ces petits quarts d'heure toute l'année, ça vous fait quand même un paquet d'heures à la fin de l'année. Et sincèrement, les peut-être 3 ou 4 arrêts que vous allez faire pendant vos vacances sur l'autoroute pour charger votre voiture, qui vont vous prendre entre 20 et 40 minutes selon la performance de votre véhicule, sincèrement, c'est du temps de gagner toute l'année.
Et ça, c'est du temps intéressant. C'est du temps sur l'entretien, vous n'avez pas les odeurs de carburant, et comme disait Léo tout à l'heure, sur le confort d'utilisation, sur le bruit, sur la fluidité pour conduire, ça aussi c'est du plaisir. Après, nous, pour nos clients, on se doit de leur proposer des solutions. On le fait pour les entreprises, on vend la voiture avec des solutions de borne. Mais on n'a rien inventé. Quand vous achetez un smartphone, on vous vend les câbles et on vous vend la coque avec. Même si vous pouvez utiliser votre smartphone sans. Mais alors concrètement, que fait MG quand vous vendez des voitures à une flotte d'entreprises? Alors nous, on a un partenariat avec Zplug et ChargeGuru. Zplug pour la partie syndic, qui aide justement quand vous êtes en logement collectif, qui aide à faire les démarches auprès du syndic pour expliquer à la prochaine réunion de copropriétaires ce qu'il faut présenter, puisque c'est obligatoire. Si vous demandez une borne de recharge, vous avez ce qu'on appelle un droit à la prise. Alors après, techniquement, c'est pas toujours simple, donc vous avez une entreprise et des entreprises qui vous aident à le faire. Et en tant que particulier, on a une solution, effectivement, qui prend en compte les crédits d'impôt, qui sont de 500 € et qui vous permettent d'avoir la borne pour un coût tout à fait modeste. En général, effectivement, on est entre 800 et 1000 € selon votre infrastructure chez vous pour le prix final pour le client. Ce qui, sincèrement, 1000 €, c'est globalement, 6 pleins d'essence. Oui. Voilà, donc c'est hyper rentable de le faire. Et encore une fois, il faudra le faire. 2035, c'est demain matin. Très bien. Léo Larivière, on va parler maintenant du coût et de la rentabilité. Juste une petite parenthèse sur l'équivalent, monsieur Herteman, des 47 000 stations aujourd'hui contre les 11 000 dites de carburant classique. On a aussi de nouveaux acteurs qui installent des bornes, des stations électriques chez eux, comme les hypermarchés, ça ils les avaient déjà, McDo, les petits city markets qui n'avaient pas ça, les installent aussi, ce qui fait grandir le nombre, j'imagine. Léo Larivière, est-ce vraiment rentable de passer à l'électrique, monsieur Larivière? Eh ben, ce qu'il faut dire sur ce sujet-là, c'est qu'on a une tendance assez forte à regarder le prix à l'achat et à pas regarder tous les coûts. Sauf que quand on conduit une voiture, on le sait très bien, évidemment, les coûts ne s'arrêtent pas à partir du moment où on a acheté la voiture et on l'utilise. En fait, on va payer de la fiscalité, on va payer de la maintenance, de l'entretien, on va payer évidemment du carburant ou de l'énergie. Et tous ces coûts-là, il faut les prendre en compte quand on se demande qu'est-ce qui coûte le moins cher entre une thermique et une électrique. Et globalement, la plupart des études le disent aujourd'hui, l'électrique revient moins cher que le véhicule thermique. Alors ça dépend du kilométrage, ça dépend du type de voiture, etc. Mais globalement, au bout de 3-4 ans d'utilisation grand maximum, au regard du kilométrage moyen en France, ça va revenir moins cher de passer à l'électrique. Et ça, c'est un point qu'on n'entend quasiment jamais, c'est-à-dire qu'on se concentre toujours sur le prix à l'achat, qui a effectivement été plus cher pendant pas mal de temps, ce qui aujourd'hui est de moins en moins vrai parce qu'on commence à avoir des véhicules qui atteignent des barres de 25 000, 20 000 €, notamment à partir de 2025. Voire moins avec Citroën et la fameuse IC3 qui sera en dessous de 20 000. Donc on commence à avoir ce qu'on appelle la fameuse parité des coûts à l'achat, mais même au-delà de cette parité des coûts à l'achat, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des coûts automobiles. Et là, on fait des économies extraordinaires par rapport aux carburants fossiles qu'on a l'habitude d'acheter. Et donc, d'un point de vue TCO, c'est-à-dire le coût total d'utilisation, c'est plus intéressant aujourd'hui de passer à l'électrique que de rester dans le thermique. Et ça, c'est un message qu'il est important de faire passer parce qu'on ne l'entend pas assez souvent. Et je pense que si dans les médias, on avait un peu plus de reportages sur les coûts comparés entre le thermique et l'électrique de façon exhaustive, peut-être que pas mal de gens seraient un peu plus convaincus d'y aller, et notamment du côté des entreprises, parce que les entreprises sont très sensibles à ce coût. Les coûts de gestion de flotte ont tendance à augmenter fortement sur les dernières années, et l'électrique, c'est vraiment un moyen de gérer ces coûts de gestion et de faire en sorte même de faire des économies en réalité. Monsieur Herteman, avec l'AVER, Antoine, les aides, les bonus pour la rentabilité, puisque c'est vraiment, là on est dans le sujet, est-ce que c'est vraiment rentable de passer à l'électrique? Et l'AVER, il y a des solutions. Oui, alors on a déjà parlé de la rentabilité et elle existe sur le temps. En fait, c'est comme pour l'analyse cycle de vie et les gaz à effet de serre. C'est vrai qu'au début, produire une voiture électrique va générer plus de CO2 par la batterie, mais qu'on va rapidement devenir vertueux à partir de 2 ou 3 ans. Néanmoins, quand on prend la réaction ou des entreprises ou du public, on dit sur le temps tu seras gagnant, mais au début c'est plus d'investissement. Et cet investissement, on nous le demande, donc, finalement, pour le bien de tout le monde. Le passage à l'électrique, c'est ça. Ce qui veut dire qu'une politique d'aide est légitime, puisque je fais quelque chose, moi, pour le bien de tout le monde. Ensuite, on est, je ne vais pas vous l'apprendre, dans une période de difficultés budgétaires. Donc il faut aussi être réaliste et contribuer un peu, puisqu'on ne peut pas... De toute manière, les difficultés budgétaires, c'est aussi nous qui les payons lorsqu'on reçoit les feuilles d'impôt. Donc, l'idée, c'est d'accompagner le passage aux véhicules électriques
avec des aides qui ne sont pas forcément budgétaires, donc à nous d'être créatifs. Et ensuite, on distingue sur les véhicules, finalement, on se dit, l'important, c'est de gommer la différence de surcoût tant qu'il n'y a pas les économies d'échelle au niveau des constructeurs. Comme la croissance est là, les économies d'échelle, elles arriveront dans quelques années, on le voit maintenant. Au niveau des infrastructures, pour le public, là aussi, l'idée c'est de lancer une dynamique et aussi de s'assurer du bon maillage. Quand on est au milieu du plateau du Larzac, il faut quand même aussi trouver une recharge et du bon mix. Éviter de dire, parce que c'est la première réaction, ah il faut que je me recharge très rapidement. On a vu qu'avec l'électrique, on apprenait d'autres choses pour se recharger au fur et à mesure des opportunités. Donc notre rôle, c'est d'inciter à avoir le bon maillage et le bon mix à travers des aides qui sont orientées. Et puis pour les privés, je l'ai dit, même si en résidentiel individuel, 80% des utilisateurs actuels n'utilisent pas de bornes spécifiques, ils prennent juste leur prise de recharge, c'est très bien, c'est très pratique. Quand on se projette dans le futur, la borne sera quand même utile pour augmenter encore les avantages de l'électrique. Et donc, je pense qu'il faut les inciter. La même chose sur le résidentiel collectif. Y compris avec les fameuses nouvelles bornes qui seront installées, les fameuses véhicules to green, les V2J, qui nous permettra de redonner à notre réseau, soit personnel, soit sur le réseau de la commune, l'électricité de la batterie. Tiens, j'en connais un qui s'y connaît d'ailleurs aussi en ça. Mais là, on reste, si vous le voulez bien, Julien, sur ce qu'un constructeur comme MG fait pour inciter ses clients pour toujours cet esprit de rentabilité et de coût. Oui, vous l'avez dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et l'amour un peu quand même, ce serait bien. Non, pardon, on n'est pas là pour ça. Oui, alors l'amour de la voiture, ça c'est voilà, sûr. L'amour de la voiture. Ce qu'on fait sur le stand, exactement. Mais justement, c'est vraiment l'économie. Il y a l'écologie bien sûr, mais l'économie aussi. Et je vais prendre le cas le plus extrême. Le véhicule qui est là, c'est le plus cher de la gamme. Combien ? 67 990 €, 68 000 €. Ok. Vous achetez le même véhicule avec la même puissance, vous faites le tour des stands. Alors la plupart des constructeurs n'en font plus parce que ça coûte trop cher. Globalement, ce véhicule, c'est juste le coût du malus pour les autres. C'est-à-dire que vous allez chez nos concurrents, pour acheter le même véhicule avec la même puissance, si vous mettez 70 000 €, en 2025, vous aurez juste la carte grise. Nous, vous avez la voiture, il n'y a pas de taxe en plus à ajouter. Combien en puissance ? 510 chevaux. 68 000 €. Clairement, c'est... Pardon ? Autonomie ? Autonomie 443 km. Et globalement, en termes, on parlait d'usage. Ce véhicule, quand vous faites 100 km, 100 km, ça vous coûte 6 €. Vous faites 100 km avec un véhicule comparable de la même puissance en thermique, ça vous coûte 20 €. Donc globalement, vous êtes 3 fois moins cher en carburant. Vous êtes 4 ou 5 fois moins cher en termes d'entretien parce que vous n'avez pas les filtres à huile, vous n'avez pas les fluides et tout ça qui vont dans la voiture. Et vous avez 70 000 € d'économie à l'achat si vous voulez un véhicule similaire chez nos concurrents. Alors globalement, je prends les véhicules allemands pour comparer. Donc c'est une vraie économie pour le client, même sur de l'extrême, sur des véhicules plaisir. Comme celui-ci. Sauf que, on l'a bien vu, tous les bonus sur les voitures électriques non fabriquées en France ont sauté. Vous en faites partie. Tout à fait. Et donc il y a quand même eu un coup dur avec un P à la fin. Ce qui fait que la montée de l'électrique qu'on a vue en 2023 a freiné brutalement. Comment vous, les constructeurs, vous pouvez réagir à ce manque pour les acheteurs, quoi ? Alors nous, on le compense. On compense sur, on va dire, nos investissements et sur nos marges pour le client final. Alors on peut le faire, c'est très bien pour le client final. En revanche, il y a un aspect psychologique que le gouvernement n'a vraiment pas anticipé. On l'a dit l'année dernière, ça a été la pire chose à faire pour avancer dans l'électromobilité. Quand vous commencez à dire aux clients, vous êtes trop riche, vous n'aurez pas de bonus. Vous n'achetez pas la bonne voiture, vous n'aurez pas de bonus. Parce que la voiture que vous voulez acheter ne convient pas. Parce que votre salaire ne convient pas. Tous les gens qui achètent des véhicules neufs, tout de suite, vous les découragez de passer à l'électrique. Et malheureusement, l'acheteur de véhicules neufs en France, il a plus de 50 ans, il est même plus proche des 60 que des 50. Il est plutôt CSP ou CSP+, sur les acheteurs de véhicules neufs. Je rappelle que le marché du véhicule d'occasion, il fait 3 fois le marché du véhicule 12 millions neuf. de véhicules aujourd'hui sur le parc. Non, 12 millions. Plus de 40 millions, 12 ans de moyenne d'âge. Donc forcément, quand vous découragez les acheteurs de véhicules neufs, vous cassez la dynamique, vous créez moins de véhicules d'occasion pour demain, et donc vous limitez l'accès à l'électromobilité pour les clients. Alors, messieurs, on pourrait rester au moins 1 heure de plus, et je m'en excuse, on va devoir un tout petit peu accélérer sur les dernières questions, puisque on a bien vu déjà le vrai du faux. Le coût, ça y est. Les infrastructures, il y en a de plus en plus, donc c'est plus un frein. On peut parler rapidement de l'autonomie.
qui reste un frein pour les gens? Léo, comme vous voulez. Non, rapidement. Non, sur l'autonomie, rapidement, effectivement, pendant longtemps, ça a été un grand sujet. On a en tête les premières versions de véhicules électriques qui avaient peu d'autonomie et qui globalement étaient adaptées simplement à des déplacements dans son quotidien. On n'en est plus là. Ça fait 10 ans maintenant. Ça, c'était la Clio 3, elle est toute première. La Zoé de première génération, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, on a beaucoup avancé. C'est-à-dire que l'autonomie aujourd'hui des véhicules qui sont proposés est bien plus importante. Ce qui est important, ce n'est pas tant l'autonomie du véhicule, c'est aussi le réseau de maillage de recharge rapide. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, il suffit de s'arrêter quelques minutes à la borne de recharge après avoir fait des centaines de kilomètres pour ensuite repartir, le temps de prendre un café. Franchement, il n'y a rien d'insurmontable. Et puis, de façon plus générale, ce qu'il faut voir aussi, et je le dis souvent comme ça, c'est pas parce qu'on va une fois grimper dans l'année qu'on a besoin de se balader toute l'année avec des chaussures d'escalade. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, quand on regarde les kilométrages réels que font les gens, 95% du temps, on est sur des kilomètres qui font moins de 50 km. 50 jours, oui. Voilà, exactement. Donc en fait, la question, c'est pas tant la course à l'autonomie qui pose des problèmes, notamment parce qu'on va avoir des plus grosses batteries qui vont nécessiter plus de matières premières, qui vont nécessiter plus d'émissions de CO2. La question, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à adapter un peu plus les véhicules aux usages réels et donc de faire correspondre les autonomies au kilométrage réel des gens. Et après, quand on doit faire des longs trajets, ce qui peut arriver 1-2 fois dans l'année, notamment les fameux départs en vacances, eh bien, on a des solutions de recharge rapide qui nous permettent de le faire sans trop d'encombre. Et donc, finalement, les habitudes ne sont pas bouleversées. Monsieur Berthemont, je voudrais qu'on parle aussi sur l'électromobilité. Comment ça va changer notre façon, nous, de consommer l'énergie électrique? Alors, c'est justement le message que j'aimerais passer. Ah ben ça tombe bien. D'abord, il ne faut pas vivre le passage à l'électrique comme ça va changer ma manière de vivre. Je ne vais plus pouvoir me déplacer. On peut, ça c'est ce qui s'appellerait le changement des mobilités ou la sobriété dans les mobilités. Le passage à l'électrique, c'est avant tout trouver des solutions dans ces véhicules électriques qui permettent de faire finalement la même activité qu'aujourd'hui en consommant 3 fois moins. Si je retraduis en litres d'essence tout ce qui vient d'être dit, une voiture thermique moyenne aujourd'hui, c'est 6 litres au 100. Une voiture électrique moyenne, c'est 2 litres au 100. Donc j'ai moins de consommation d'énergie. Donc ce qui veut dire que, je reviens à ma souveraineté, j'aurai besoin, ça sera plus facile, d'être de moins en équivalent électricité que j'ai de thermique aujourd'hui. À l'horizon 2050, il faut savoir qu'on prévoit, pas que grâce au transport, mais de manière générale, de baisser d'1 tiers le besoin énergétique de la France par rapport à aujourd'hui. Et ce tiers, il ira de pair avec la suppression totale de l'énergie fossile, qui aujourd'hui fait 60% de nos besoins d'énergie. Dernière petite chose, la partie voiture électrique s'intègre dans l'environnement et on parle besoin d'énergie, mais quand on parle d'électricité, on a aussi les fameux pics. Vous savez, dans les mémoires des gens, il y a toujours, il y a 2 ans, le soir à 18h30, 18, et puis on disait à ce moment-là, ah là là, branchez surtout pas vos voitures électriques, on va vous l'interdire. Bon, en fait, la voiture électrique doit être vue comme quelqu'un qui dialogue avec son environnement. Elle dialogue parce qu'elle a une batterie pendant que les voitures, vous avez parlé, alors c'est du franglais que je vais dire, pardon, il y a le smart charging, donc ça permettra d'être piloté, de dire ben là je recharge, là au contraire je ne fais pas, en donnant nos besoins de recharge. Il y a le véhicule qui pourra envoyer vers la maison, ça existe déjà, vers le réseau, vers le bureau, ça existe depuis 12 ans. Le V2J, oui. Voilà, tout ça, ça existe depuis 12 ans, il faut par contre le généraliser. Et puis, une fois que la batterie aura fini sa vie dans la voiture au bout de 15-20 ans, eh ben, elle servira encore à stocker du renouvelable, parce que le renouvelable, c'est sympa, mais on vit aussi autrement qu'entre 11h et 14h30. Et puis on n'oublie pas que la France est quand même le pays où l'électrique est le plus propre. Et voilà, et sans doute le moins cher aussi, malgré nos factures en ce moment. Monsieur Julien, on va finir cette intervention, il nous reste à peine 5 minutes si vous le voulez bien. Est-ce que la voiture électrique est vraiment, là ça sera la dernière question du vrai-faux, c'est vraiment l'avenir pour tous? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution, puisque comme vous l'avez dit, on produit, en tout cas en France, l'électricité la moins chère quasiment du monde.
on va vers le nucléaire, on n'a pas d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, le e-fuel par exemple, mais qui va concerner pour le moment certains véhicules plutôt haut de gamme. Il y a l'hydrogène, qui est aussi une piste à Plutôt travailler. sur le transport lourd pour l'instant. Voilà, parce que le stockage d'hydrogène et la production d'hydrogène est extrêmement polluante déjà, et le stockage est très très compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, la solution la plus simple, et dans tous les cas pour les Français, c'est l'électrique. Ça aussi, c'est parti électrique, ça. Comment ça, on nous dit que c'est terminé? Merci Volkswagen. Bon, ça va être un peu compliqué. Là, je pense que plus personne va entendre grand-chose. Donc, en gros, pour finir, et c'est Léo, vous avez de la voix encore. C'est compliqué, là. On se fait censurer, donc là, je pense que... Bon, je crois qu'on va vous remercier tous les trois. C'est vraiment... Merci les copains d'en face. Merci. En même temps, j'ai dépassé de 2 minutes. Hein. C'est de ma faute. Merci à vous deux, à vous trois, pardon, Léo Larivière. Bon rétablissement. On se revoit quand même vendredi. Merci Julien. On vous retrouve évidemment sur le salon avec MG, Monsieur Julien. Et puis Monsieur Herteman, merci d'être venu. Et à bientôt. Au revoir.